Merci à vous qui restez permanemment connectés sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de la commémoration du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar, président de GLSM, Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, le comité Ansardine de Kalabankoura a procédé au centre de santé de Kalabankoura à Sakokal à des remises de cadeaux aux tout nouveau-nés et toute une journée de salubrité dans les 10 établissements sanitaires, 5e du genre. Cette cérémonie a réuni plusieurs personnalités de la localité, notamment le chef de quartier, le maire ainsi que le médecin-chef du centre. Tous ont remercié les Ansar pour tous les efforts consentis dans le cadre du développement de Kalabankoura. Avec à leur tête l'honorable Mamadou Djarasouba, les députés élus à Douala ont restitué le dimanche 11 juin à leur base la nouvelle loi constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale du Mali. Amadou Kamara y était. 9 jours seulement après son vote par l'Assemblée nationale, les députés élus à Douala ont été les premiers à descendre sur le terrain pour restituer la nouvelle loi constitutionnelle à leur base. Les chefs des services techniques, les conseillers municipaux, les populations sont venus dans toutes les 23 communes du cercle de Douala pour écouter leurs élus. Nous pensons que les changements qui ont été opérés sont une très bonne chose. Aucune œuvre humaine ne peut être parfaite. Mais honnêtement, les points qui ont été évoqués, nous adhérons à ces points. Parce que nous pensons aujourd'hui que certains points faisaient déjà partie de la préoccupation du peuple. Si les élus ont tenu compte de ça lors de l'élaboration de cette nouvelle constitution, c'est une très bonne chose. Selon l'honorable Mahamadou Djarasouba, cette séance n'a d'autre objectif que de faire comprendre aux populations locales la loi portant révision constitutionnelle du 25 février 1992 qu'ils ont votée en leur nom. Il a soutenu que les vraies motivations de cette révision découlent de la recherche de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, avec comme priorité la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. L'objet, c'est la restitution. C'est autour des projets de loi. Donc l'objet, c'était de restituer le projet de loi constitutionnel voté par l'Assemblée nationale le 1er et le 2 juin. Donc en ce sens que les gens ont besoin d'informations. Ce n'est pas un projet de loi comme les autres, mais il fallait expliquer, parce qu'il y a un projet de loi qui renferme 75 amendements, donc je crois que la population a droit aux informations. Raison pour laquelle les députés sont venus aujourd'hui avec l'assistance du préfet, des maires et de tous les chefs de service vraiment pour restituer le dit projet de loi. Je ne dirais même pas projet de loi, la loi. Donc la loi a été votée par 111 voix sur 35. Donc nous pensons que la majorité s'est confortée, mais il y a certains aspects de la loi qu'il fallait vraiment restituer. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus et les gens sont sortis très nombreux pour écouter vraiment cette séance de restitution. Au cours de cette séance, l'honorable Mahamadou Djarasouba et ses collègues, dont Cheikh Fantamadi Traoré, Daouda Koulibaly, ont mis l'accent sur les grandes innovations du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, notamment la création du Sénat et la Cour des comptes, l'élection des députés issus des Maliens de la diaspora. Profitant de cette occasion, les députés élus à Douala ont invité la population à être vigilante par rapport aux intoxications autour de cette loi. À la suite des questions de compréhension, les participants ont adhéré à la révision constitutionnelle et promettent de passer les informations dès leur retour dans leurs localités respectives. Vivement la prochaine restitution. Militants, sympathisants et responsables du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, étaient face à la presse ce lundi 12 juin dans l'enceinte du cinéma de Sikoroni pour édifier leurs militants sur le projet de révision constitutionnelle. Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly. Fortement opposé à la révision constitutionnelle prévue le 9 juillet prochain en République du Mali, le Parti pour la restauration des valeurs du Mali a initié cette session d'information et de sensibilisation de ses militants et sympathisants à la base sur le référendum à venir. La conférence de cet après-midi a pour objectif principal informer les militants de notre parti Fasoko, informer l'opinion nationale pour l'enjeu de la révision constitutionnelle actuellement déclenchée par le gouvernement, le président de la République. Ça a suscité beaucoup de débats depuis l'Assemblée nationale et actuellement dans les médias, sur les réseaux sociaux.
et c'est une question d'actualité pour tous les Maliens aujourd'hui. Et nous, FASOCO, nous sommes dans l'opposition républicaine à l'Assemblée nationale. Nous avons voté contre le projet de révision de la Constitution. Il est normal que si nous votons non, nous expliquons les motifs de notre refus de voter aux populations, qu'ils soient des militants ou non de notre parti. Et donc la conférence de cet après-midi s'inscrit dans ce cadre pour expliquer pourquoi nous avons voté non et quels sont les éléments dans cette révision que nous ne pensons pas être dans l'avenir démocratique du Mali ou dans le développement de la démocratie au Mali ou dans l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Cette conférence de presse a été l'occasion pour les responsables du PRVM FASOCO d'appeler leur mandat à voter contre ce référendum. J'invite nos populations à mieux s'informer. On constate un déficit d'information dans notre pays et c'est l'occasion pour que les médias relèvent ce déficit. C'est l'occasion pour que les élus comme nous faisons ces messages d'information et d'éducation des populations pour que les populations prennent leur destin en main en considérant que nous sommes tous restés en marge de nos décisions qui se prennent. C'est l'occasion où nous sommes consultés et c'est l'occasion où nous devons nous exprimer. Et c'est ce premier appel que j'ai fait d'abord à l'endroit de nos populations qui doivent se saisir de la chose qui leur appartient. La loi fondamentale est la mère des lois et c'est la source des lois et c'est la source du pays. Donc aucun citoyen consciencieux ne doit le laisser passer sans le comprendre, sans le chercher à le comprendre, sans s'en approprier et à toi maintenant d'analyser ce qui est bon comme avantage et le maximum de ce qui pourrait être comme compromettant notre avancée démocratique. A noter que cette révision constitutionnelle intervient à un moment crucial pour notre pays, notamment l'organisation des élections générales et référendaires. Voilà, c'était un reportage signé Amadou Kamara avec la voix d'Abdul Karim Sako. À présent, la page inter en bref et en images avec Sadio Sidibé. Plusieurs personnes sont portées disparues à la suite de l'effondrement d'un immeuble de 7 étages dans la capitale kenyane Nairobi dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès de la police et de la Croix-Rouge kenyane. La Croix-Rouge kenyane a également publié une photo des opérations de déblayement en cours à l'aide d'une excavatrice sur le décombre de l'immeuble effondré, dont on voit encore distinctement les toits en tôle rouge. Un camion de pompiers se trouve également sur les lieux, au même titre que des soldats. En avril 2016, 49 personnes étaient décédées dans l'effondrement d'un immeuble de 6 étages dans un quartier pauvre du nord-est de la capitale. Les bâtiments s'étaient affaissés en raison des pluies torrentielles et de la mauvaise qualité de la construction. Le fils de l'ex-dictateur libyen Mohamed Kadhafi, Saif al-Islam, qu'un groupe armé libyen affirme avoir relâché vendredi, est toujours recherché par les autorités judiciaires de Tripoli, où il avait été condamné en 2015, a indiqué Ibrahim Massoud Ali du bureau du procureur général de Tripoli dans un communiqué. Il n'a pas précisé s'il disposait d'informations permettant de confirmer si Saif al-Islam avait été ou non libéré, comme l'a annoncé le groupe armé qui le détenait et qui s'oppose aux autorités de Tripoli. Le mystère demeure donc sur le sort exact du fils de l'ex-dictateur, son avocat Karim Khan n'ayant pu donner aucune confirmation ni démenti. Mais le bureau du procureur général de Tripoli a estimé que la nature des crimes dont a été reconnu coupable Saif al-Islam faisait que ce dernier ne pouvait pas bénéficier d'une amnistie. La libération supposée de Saif al-Islam à la faveur d'une loi d'amnistie défectueuse ne change pas le fait qu'il soit recherché par la CPI pour crimes contre l'humanité, a souligné Human Rights Watch. Au Burkina Faso, dans le procès des anciens membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision sur les exceptions soulevées par les avocats de la défense. À l'ouverture du procès des anciens ministres poursuivis dans leur implication présumée dans la répression des manifestants durant l'insurrection populaire d'octobre 2014, les avocats avaient dénoncé les caractères inconstitutionnels de certaines dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de justice. Sur 4 exceptions relevées, une seule a reçu un avis favorable des membres du Conseil constitutionnel,
Les avocats des membres de l'ancien gouvernement de Blaise Compaoré avaient également introduit une requête d'inconstitutionnalité de la loi portant composition et organisation de la Haute Cour de justice. Le Conseil a rejeté cette requête. Selon les juges du Conseil, la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative n'entraîne pas nécessairement l'inconstitutionnalité de toute la loi. Enfin, toujours au Burkina Faso, un militaire français a été condamné lundi à Paris à 2 ans de prison, dont 1 an de sursis avec mise à l'épreuve pour des attouchements sexuels sur 2 fillettes en 2015, alors qu'il était en mission au Burkina Faso dans le cadre de l'opération Barkhane. Le nommé Sébastien, âgé de 40 ans, qui a reconnu les faits, a également été condamné à une interdiction d'exercer une activité impliquant des mineurs pendant 5 ans. Le soldat qui avait été rapatrié en France en vertu d'un accord entre Paris et Ouagadougou devra aussi verser 6 000 € à l'une des fillettes au titre des préjudices sexuels et moraux et 40 000 € à l'autre enfant pour préjudice moral. Après la commission des faits, le président français d'alors François Hollande avait évoqué un fait divers grave, tout en estimant que l'affaire de Ouagadougou ne devait pas être mise en rapport avec les accusations de viols ciblant des soldats français en Centrafrique. Dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, en partenariat avec le réseau des journalistes environnementaux, a initié une visite dans la mine d'or de Loulo-Gounkoto, située dans le cercle de Kenyeba, pour constater de visu les défis environnementaux de la mine. Envoyés spéciaux Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Cette visite des journalistes au site minier du complexe de Loulo-Gounkoto entre dans le cadre de la quinzaine de l'environnement est une meilleure illustration exemplaire de l'efficacité de la stratégie de Randgold à créer la valeur par la découverte, le développement et l'engagement à bâtir des entreprises profitables à long terme et faire bénéficier ces avantages aux populations locales. Qui s'articule sur un certain nombre d'axes. Prioritairement, il faut partir d'un territoire pour commencer les activités. Donc l'approche territoriale consiste à prendre toutes les agglomérations qui sont situées dans un rayon de 10 km, villages, hameaux, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle les zones affectées par les activités de la mine. Donc les hommes qui sont dans ces terres de 10 km dans les rayons constituent un comité composé du chef de village ou le chef de hameau, le représentant des femmes, le représentant des jeunes. Donc mensuellement nous nous réunissons. Nous nous réunissons pour discuter des problèmes de la communauté comme des problèmes de la mine. Si la mine a des préoccupations, alors nous parlons de ces préoccupations autour de cette table. Et quand les villages aussi ont des problèmes, ils les posent au niveau sur cette table et nous en discutons. Signalons que le complexe de Loulo-Gounkoto est l'une des plus grosses mines en Afrique, avec une capacité de production de 600 000 onces, dont l'État du Mali est actionnaire à 20%. En fait, comme on l'a dit, c'est une société d'exploitation d'or. Et qui parle d'exploitation d'or, il y a beaucoup de phases pour arriver à l'exploitation. Il y a la recherche, et ainsi de suite, il y a tout ce qui s'ensuit après pour ensuite faire la phase de construction. Mais quand vous voyez un peu l'historique, Somilo, c'est à partir de 1996, avec l'arrivée de Randgold, quand Randgold a racheté les actifs de BHP, qui avait décidé de quitter le Mali à l'époque. Donc Randgold a racheté les actifs, a continué les travaux de recherche. Et à l'époque aussi, le cours de l'or n'étant pas favorable, il n'était pas possible de procéder à l'ouverture de la mine. Donc avec les différentes découvertes qui se sont ensuite succédées après avoir racheté, ont permis effectivement de permettre la construction de la mine qui a débuté en 2004. Donc à partir de 2004, disons que le premier lingot de Somilo est sorti en fait 2005. Donc à partir de cette date jusqu'à maintenant, d'année en année, la production a certes augmenté, mais cela aussi a été supporté par beaucoup d'investissements. À la date d'aujourd'hui, on peut dire que du début à l'ouverture, il y a eu un investissement de l'ordre de 1,7 milliard de dollars aujourd'hui pour construire cette mine, et qui va produire pendant 10 années au moins, dans les 10 années à venir, à peu près plus de 22 tonnes d'or par an. Le système environnemental au sein du complexe de Loulo-Gounkoto est capable de canaliser l'émission des fumées, de la poussière et d'autres effets de nature à polluer l'environnement.
La mine est certifiée ISO 14001, qui est un système de gestion de l'environnement. Système qui en fait exige à ce que toutes les activités que la mine mène soient identifiées et que chaque impact que ces activités peuvent avoir sur l'environnement soit évalué, et à chaque fois que ces impacts-là sont jugés significatifs, de développer un programme de gestion de ces activités. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment en matière d'environnement, mais également vis-à-vis des populations. Parce que pour parler de génération de revenus, il faut accompagner les populations. La mine fait son exploitation, mais elle l'accompagne. Et nous sommes aujourd'hui aux côtés des journalistes, mais aux côtés de la mine. Et le constat, globalement, on va dire, la mine fait beaucoup de choses, mais les dragues, nous avons eu à voir l'exploitation frauduleuse, on peut dire anarchique, de nos ressources naturelles, notamment de l'or. Le complexe de Loulo-Kunkutu produit plus de 450 000 tonnes de minerais par mois. A signaler également que la mine souterraine de Yalea s'étend sur plus d'1 kilomètre en longueur et 90 mètres de profondeur, dont l'enjeu principal pour la population est de s'approprier des opportunités offertes par l'activité minière industrielle. La visite de la mine souterraine de Yalea et de l'usine de Loulo ont été le clou de la visite. Durant 3 jours, les journalistes environnementaux se sont familiarisés avec le complexe Loulo-Kunkutu. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, même heure, Inch'Allah.